ainsi que le Père Noël pour faire une petite surprise à mes petits-enfants pour leur envoyer il y a 1 an ou 2. Et là, mon autre famille, ma sœur, mon frère, ma belle-sœur, qui a regardé, je suis entourée de photos, parce que ça aide beaucoup. Je les ai sous les yeux. On se téléphone beaucoup. Ça aide beaucoup. Liliane Fierling, 79 ans, tient particulièrement à son autonomie. Elle vit seule dans son appartement de 44 mètres carrés. Confinée toute la journée, elle est sereine face à l'isolement et à la détresse psychologique que peuvent ressentir certaines personnes âgées. Mais pour moi, qui suis à la retraite, ben, je vais te dire une chose aujourd'hui. Eh ben, je me suis dit, je me mets au vert. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Je me calme, j'apprends à bah, le Scrabble, m'entraîner, à faire, je refais mes puzzles, je fais plein de choses. De mes mains, j'aime beaucoup faire quelque chose. Au lieu de faire le micro-ondes, d'être la reine du micro-ondes, je fais des plats cuisinés, je cuisine. Je fais mes commissions, ça ne m'empêche pas de faire les courses. On peut en avoir le droit. Je ne vis pas le confinement d'une façon néfaste. Liliane ne s'ennuie pas dans son appartement du 9e étage. Elle a son remède contre la solitude. Elle jongle entre ménage, tri des photos, parties de Scrabble et surtout le jardinage sur son petit balcon. C'est pareil, c'est étroit. Hein, alors attention, comme on dit, attention de nager aux pieds. Voilà, ça c'est mon grand bonheur. J'adore les plantes, j'ai été élevée dedans, à la campagne, une petite ville en France. Elles sont comment dire, en repos, en attendant que je rempote, et ça pousse très très bien. Et la vue magnifique. Ça, personne... Comme de très nombreuses personnes âgées, cette ancienne aide-soignante se retrouve privée de visites familiales. Rester seule ne l'empêche pas pour autant de cultiver son optimisme. Ce sont des maladies qui ont toujours existé, les virus. Le virus de la grippe, c'est un virus aussi. Il peut être bénin. Bon, là, c'est différent, il est mortel. Pour des gens qui ne sont pas en bonne santé, parce qu'en étant à la retraite, moi, je le vois bien maintenant. Au début, non, je m'ennuyais. Sérieusement, j'ai d'abord cherché à faire quelque chose d'autre que j'ai fait pendant des années. Après, il y a les petits-enfants, ça a comblé un peu. Mais maintenant, j'ai appris à vivre. Mais c'est seul, mais c'est pas solitaire et c'est pas sans voisin. Je suis entourée de plein de monde. Pour ne pas tomber dans la spirale de la dépression, tous les moyens comme les appels visio et le téléphone sont bons pour garder le contact avec ses proches. On retrouve Sohané au sas sanitaire à l'entrée de l'hôtel. Première étape obligatoire pour les personnes testées positives à la Covid-19, mais également pour les proches qui souhaitent leur déposer des produits de première nécessité. Le premier bâtiment qui a été utilisé pour loger les personnes Covid+, qui sont arrivées ici, à l'hôtel Koniambo, qui a une capacité d'accueil de 46 chambres. À l'heure où je vous parle, il y a 7 chambres qui sont occupées par des Covid+. Sur les 46 chambres de l'hôtel, la capacité, elle peut passer on va dire, elle double en capacité. On passera donc à 110 places du fait que certaines chambres ont une capacité d'accueil de 3, 4 lits. Voilà, donc, mais c'est uniquement quand on reçoit des familles, des familles nombreuses, voilà, par exemple. Oui, je vais aller chercher. Mais en fait, on doit déposer les sacs devant la porte et puis frapper pour les prévenir que le repas est livré. Et puis après, on doit s'éloigner. Puis après, ce soir, ce sera livré pour 17h. Le repas est servi. Bon appétit. Dans l'après-midi, une petite sortie de 30 minutes est prévue, tout comme le matin. Une zone réservée à la détente a été prévue à cet effet. Il faut savoir qu'un médecin passe tous les jours ici à l'hôtel pour ausculter les malades, ceux qui sont Covid+, voir un peu l'évolution de leur état. Au vu de la situation sanitaire actuelle, nous n'avons pas pu recueillir le témoignage d'une personne positive sur place, mais June a bien voulu témoigner. Me concernant, je vis très bien la situation. Ça fait 5 jours que je suis arrivée à l'hôtel Koniambo. Nous avons été très bien accueillis, très bien pris en charge. Les repas, ils sont vraiment bons aussi. Le personnel de l'hôtel comme le personnel soignant est vraiment de soin et font vraiment en sorte que notre séjour se passe très bien. Donc voilà. Une organisation bien ficelée pour une première grâce aux bénévoles vaccinés, condition nécessaire pour être présent sur le site.
Être guéri de la Covid-19 ne signifie pas forcément un retour à la normale. Malgré la disparition du virus, des effets secondaires peuvent perdurer longtemps après. C'est le cas de Victoire. Elle n'est plus positive à la Covid-19, mais elle a encore du mal à distinguer certaines odeurs. Au bout de 5-6 jours, j'ai commencé à perdre d'abord l'odorat en premier. Donc vraiment, c'est de la veille au lendemain, on n'a plus rien d'un coup. Enfin moi en tout cas c'était ça. Et puis le jour même, le goût s'est perdu aussi parce que c'est lié du coup. Donc après ce que ça a entraîné, du coup on a un peu moins faim forcément. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'on n'a jamais de sensation de satiété, donc on a beau manger, on n'a ni faim ni plus faim en fait. Comme elle, beaucoup de personnes infectées par la Covid-19 ont perdu l'odorat. Et peu importe l'âge, toute personne Covid positive peut développer cet effet secondaire. L'orthophoniste Anaëlle Loyer nous explique pourquoi. Le Covid, il emprunte le même circuit qu'une odeur. Donc il rentre dans le nez et puis en haut du nez, il y a un petit os qui est traversé par le nerf olfactif. Et en fait, ce nerf olfactif, quand le cerveau comprend que le Covid est en train de passer par ce chemin-là, il va faire comme saboter ce nerf et en fait il va faire disjoncter. Donc il y a en fait comme une section, une disparition de ce nerf-là. Face à la vague d'infections que connaît la Nouvelle-Calédonie, les orthophonistes du territoire s'organisent. Car sans rééducation, la perte de l'odorat générée par la Covid-19 peut être irréversible. On a pu observer que chez les patients qui ne se rééduquaient pas ou qui faisaient leur rééducation eux-mêmes, notamment à base d'huile essentielle, cette rééducation-là, elle peut avoir des conséquences qui sont vraiment néfastes, mais en plus, c'est des patients qui vont conserver plus facilement des parosmies, une odeur à la place d'une autre, ça sur le long terme. Donc c'est important de ne pas faire cette rééducation seule, à base d'huile essentielle, mais bien de consulter. Stimulation de la mémoire olfactive, entraînement quotidien et jeu autour du goût, les orthophonistes disposent d'un large panel d'outils leur permettant de s'appuyer sur la mémoire pour recréer l'odorat du patient. Plus d'informations sur la prise en charge post-Covid sont à retrouver sur le Facebook du syndicat des orthophonistes de Nouvelle-Calédonie. Fait un petit geste, juste pour exprimer notre appréciation pour le travail que vous faites et on est vraiment touché par ce que vous faites et on sait qu'il y a beaucoup de boulot et voilà, c'est un petit geste de nos cœurs. On voulait juste faire avec. Voilà. Depuis lundi, les marques de soutien se multiplient auprès du personnel soignant des dispensaires de l'IFU. Autant de réconfort pour les équipes. On n'a pas tous les moyens qu'ils ont à Nouméa ou sur la Grande Terre parce qu'on est en double insularité. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais on fait de notre mieux avec ce qu'on a sur l'île. On essaie quand même de débloquer pas mal de moyens. Donc de voir que là les gens ils nous remercient, qu'ils nous soutiennent et qui sont là pour nous, ça nous fait beaucoup de bien. Il faut savoir que ce que vous faites à côté des petites choses, ça nous soulage et ça nous permet aussi de pouvoir tenir dans le temps parce que c'est que le début pour l'instant malheureusement. Donc voilà. Merci encore à tous et puis Oleti Atchakwatch. J'ai vu des infirmières pleurer tout à l'heure quand ils ont fait le geste. Vous savez, on est des soignants. Nous, ce qui compte, c'est on gère de l'émotion tout le temps. On est face à un public des patients qui sont en pleurs, qui sont en douleur, qui sont dans la douleur, qui vivent dans la douleur. Et les familles, le Covid fait peur ici aux îles comme partout ailleurs. Et c'est vrai que des gestes comme ce matin, c'est quelque chose, ça donne du baume au cœur, voilà. À côté de ce précieux soutien, chacun est appelé à se responsabiliser face à l'épidémie. Les équipes soignantes, si on veut aider, bien sûr, ces petites aides, les papayes, les gâteaux, le petit sourire, ça c'est quelque chose qui sent inestimable. Mais pour les soignants, par rapport à l'engagement et le travail qu'ils font au quotidien, de respecter les gestes barrières, respecter le confinement et puis permettre que nos gens les plus fragiles puissent être vaccinés, c'est vraiment les choses sur lesquelles j'insiste et puis que je continuerai à insister.
Les actions de solidarité se poursuivront dans les prochains jours, notamment avec la contribution du CEMED. Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous rapprocher de la DACAS. Après le C, qu'est-ce qu'il y a comme lettre? Tu connais cette lettre? Le H. Très bien. Et pour terminer, on a quelle lettre? Le E. Super, c'est bien mon fils. Nous on a de la chance, on n'a qu'un seul enfant. Mais vous imaginez, une mère de famille de 4 ou 5 enfants, même plus. C'est pas évident de devoir leur faire leurs devoirs ensemble. Très juste à cette place-là. Et le S. Le S, il n'y a pas d'S Non, dimanche. le E. Ah, mais si, il y a C, vas-y. Mais non. C'est pas grave, mon fils. Tu vois, la ligne, elle est faite exprès pour ça. Faite exprès pour ça. Oh, petite fois. C'est bon? Mais c'est long ce truc. Là, tu recommences après le C. Ok, pardon. C'est pas tout le monde qui a accès à Internet. C'est pas tout le monde qui a un abonnement. C'est pas tout le monde qui peut faire ses devoirs à la maison, justement. Mais en fait, ça, c'est des problèmes qui existaient déjà, mais dont on ne parlait pas, puisque justement chacun a ses occupations. Et maintenant qu'il y a le confinement, on en parle. Et là, c'est le monstre, le tueur, avec qui il fait ses dents pointues. Et là, c'est Sonic normal. Je peux quand même commencer ou même me mettre au travail, puisque moi je suis en télétravail, alors du coup je dois jongler entre les activités à la maison, les devoirs, donc les devoirs des enfants, et puis le télétravail. Nicolas, médecin urgentiste, se retrouve un peu chef d'orchestre de l'unité Covid du dispensaire de Wé à Lifou. Depuis hier, on a mis une patiente sous une machine qui demande 60 litres par minute d'oxygène. Ça veut dire que les grosses bonbonnes, qui sont des bonbonnes de 10 000 litres d'oxygène, une seule bonbonne est consommée en 3 heures. Les besoins, c'est des besoins qui peuvent évoluer tous les jours. Et donc on fait venir l'oxygène par bateau, par Yeniich. L'armée serait prête à venir faire des rotations aussi quotidiennes si on en avait besoin. Et par exemple hier sur Tiga, on a envoyé un bateau de pêcheurs avec de l'oxygène pour arriver à Jacques, l'infirmier de Tiga. Les 11 patients hospitalisés sur le dispensaire sont 11 patients qui sont non vaccinés ou certains qui ont fait la première dose mais qui n'avaient pas du tout le schéma complet. Donc nous n'avons aucun patient hospitalisé depuis le début de la crise sur Lifou qui a eu une vaccination complète. Hier matin, l'équipe médicale des îles a appris le nouveau protocole en place pour l'accueil des patients en réanimation. Certains des malades ne pourront plus être transférés au Medipôle. Le dispensaire s'équipe pour les prendre en charge de la meilleure façon. Ce seuil, pour l'instant, il est à un BMI ou un indice de masse corporelle à 30, mais on ne soigne pas des gens ou des patients sur des chiffres. C'est-à-dire que chaque cas est réévalué, chaque cas est discuté au cas par cas avec la réanimation, et pas une seule fois, plusieurs fois, on se rappelle plusieurs fois pour rediscuter, et donc on tient aussi compte vraiment de l'âge physiologique pour réévaluer l'intérêt et les chances que le patient aurait de s'en sortir au mieux au Medipôle. On va devoir gérer des patients difficiles, on va devoir gérer des fins de vie, mais il faut bien comprendre que les îles ne sont absolument pas abandonnées de la Grande Terre ou du Medipôle. Les patients qui sont refusés pour les transferts, pour les EVASAN, c'est parce que c'est des patients qui, au vu de leur comorbidité, pour lesquels on n'attendrait aucune amélioration malgré les techniques optimales qui peuvent être proposées en réanimation au Medipôle. Les raisons pour lesquelles on organise le transport de certains patients qui ne sont pas encore trop graves, c'est juste pour décharger l'équipe parce que en fait, vous savez que la nuit, il y a une infirmière normalement pour 7 patients maximum. Pour l'instant, c'est pour 11 patients. Donc, on est en train d'essayer d'augmenter les équipes au niveau des aides-soignants et des infirmières. Une unité de soins palliatifs se prépare dans les dispensaires et à domicile. Elle devrait être pleinement opérationnelle en début de semaine prochaine. Humainement, c'est important parce qu'une fin de vie, on n'en a qu'une. Et donc, c'est important de faire au mieux pour les patients et aussi et surtout pour les survivants. Quand on va soigner quelqu'un à la maison en soins palliatifs, on ne soigne pas que le patient, on soigne un peu la maison en fait. On a besoin d'accompagner les survivants, de les préparer en avance.
Et ce qui va être déterminant, c'est aussi les préparer pour que ça se passe au mieux quand ça arrive. On dit Prince des Îles, mais Prince des Îles, c'est pas que l'IFO. Prince des Îles, c'est TIGA, Prince des Îles, c'est OVA, Prince des Îles, c'est Marais, avec les difficultés que chaque île il peut avoir, par rapport à l'approche que chacun peut avoir, par rapport au décès, par rapport aux autorisations coutumières qu'on peut avoir par ailleurs, et puis pas dans d'autres, et même à un endroit dans tel district et pas dans l'autre district. C'est tous ces éléments que on doit arriver en fait à composer et à toujours rester en tous les cas sur la mission principale qui est la nôtre, c'est-à-dire de pouvoir apporter à nos gens, à nos patients, toutes les chances possibles de pouvoir être soignés. Depuis lundi, c'est le même rituel pour Anne et Angélique. Avant d'entrer chez leurs patients, elles s'équipent selon un protocole sanitaire strict. Elles font partie de l'une des 3 équipes que compte l'unité mobile de soins palliatifs. Pour cette visite, ce n'est pas une mais 2 patientes qu'elles doivent examiner. Et c'est la 2e fois de la journée qu'elles interviennent ici. Angélique, n'ayant pas de blouse, ne peut pas entrer dans le domicile. C'est pourquoi elle donne les instructions à sa collègue. Anne, je pense qu'il va falloir que tu me fasses 2 mg, 1 mg de chlore en direct. Et après, tu pourras lui poser la suite d'entretien. D'accord. Donc 1 mg d'hypno plus 2 mg de morphine. Accompagner les malades, tel est l'objectif de cette unité mobile, mais pas seulement. L'équipe fait en sorte d'aider au mieux les proches des patients qui eux aussi se retrouvent en grande difficulté. C'est très très compliqué. En tant qu'aidant et en tant qu'ami proche de la famille, c'est d'autant plus compliqué de voir les gens dans la souffrance et puis de ne pas vraiment pouvoir, pouvoir les aider plus que d'être présent en fait. C'est compliqué. Heureusement qu'on a le médecin qui est traitant qui passe 1 à 2 fois par jour. On a les équipes comme ça qui sont en place et qui viennent nous voir, qui sont à leur 2e passage aujourd'hui, qui nous soutiennent moralement mais aussi techniquement en nous expliquant les gestes à faire, les choses à pas faire. Parce qu'on pense pouvoir faire des choses et puis finalement c'est pas les bonnes choses. Donc c'est bien parce qu'on est encadré, ils nous remotivent aussi. Au bout de quelques minutes, Anne ressort de sa consultation. Elle enlève son équipement et le jette dans le coffre qui fait office de poubelle. L'infirmière vient tout juste de revenir de Polynésie française où elle était volontaire. Et moi j'ai été très marquée par ces accompagnements à l'hôpital qui n'en étaient pas d'ailleurs. On n'avait pas le temps, on courait partout et ces derniers jours de vie de pas mal de gens, de les voir souffrir et tout seul surtout, la solitude. Parce que quand on dit Covid, on parle isolement. Là, ça m'a beaucoup touchée. Ouais. À peine terminée, les 2 femmes reprennent rapidement la route pour une autre visite à domicile. Un rythme soutenu d'autant que l'équipe tourne 7 jours sur 7 et ce de 7h à 19h. Ici, la voiture fait office de bureau, de vestiaire et de pharmacie à la fois. Pendant qu'Anne conduit, Angélique, médecin, échange avec d'autres confrères sur la situation de patients pour déterminer ensemble s'ils doivent être maintenus à domicile ou aller au Médipôle. Je pense que ça mériterait qu'on le prenne à l'hosto, qu'on le réhydrate un coup et qu'on le prenne en charge avec une Poussignac. Parce qu'on en a et qu'on n'en a pas à domicile, à mon sens. On voit s'il passe le cap parce que c'est pas parce qu'il a plus de 60 ans qu'on doit lui fermer la porte de l'hôpital. Lancé il y a tout juste 1 semaine, le dispositif s'organise avec les moyens dont il dispose. Lundi, une psychologue va venir renforcer les équipes pour apporter un soutien psychologique aux patients ainsi qu'à leurs proches. Pour la cuisson de la milanaise, un petit peu d'huile avec une petite noix de beurre, un peu doux. Ça, vous accompagnez avec un petit fagot de haricots verts. C'est une tuerie. Promotion et vente en détail, c'est la nouvelle formule que propose Patrick pour maintenir son activité. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous avez les faux filets ici, le faux filet local extra en promotion, garantie tendresse. De la barre à papa. Et là, les gens peuvent vraiment se servir à la carte. Ils choisissent
comme au rayon dans une boucherie, ceux qui veulent. Voilà, ils se font plaisir et on a des produits vraiment aussi de qualité et puis tout le monde est content. Son concept, amener ses produits au plus proche des Calédoniens qui, comme Manon, ne veulent pas se déplacer. Ça va bien? Eh ben, c'est agréable de voir des gens avec le sourire toujours. Bah oui, alors, donc on a votre petite commande. du coup, j'ai appelé Patrick hier. Je lui ai envoyé un message par Messenger pour lui demander ce que je voulais, la commande que je voulais. Et je trouve ça bien qu'il se déplace au contact des gens parce qu'on n'a pas forcément envie de sortir avec la crise. Et c'est bien pensé en tout cas de venir directement nous voir à la maison. Fidéliser ses clients, un concept qui fonctionne pour Patrick depuis 2020 et qui peut-être lui permettra de faire face à cette crise sanitaire. Après 3 semaines d'attente et d'incertitude, ces jeunes lycéens de Marais vont enfin pouvoir retrouver leur famille. Un départ plein de rebondissements. Le lycée qui nous a contactés pour nous dire qu'il y aura un rapatriement mercredi, mais que c'était pas sûr. Puis mardi, on est parti faire les tests PCR pour pouvoir partir mercredi, mais après, ils nous ont rappelé pour nous dire que c'était annulé. En fait. On était découragés, on voulait trop partir. Et là, la nouvelle du coup de ce nouveau départ, c'est venu quand? Hier ou Oui, hier matin. Et vous avez dû refaire les tests PCR. Et vous aviez peur des résultats des tests? Oui, très peur. Il y en a, ils sont positifs, ils sont restés. Ils étaient très déçus parce qu'ils ne vont pas voir leur famille. Je voudrais remercier les correspondants parce qu'ils ont été toujours là pour nous. Puis ils nous accompagnent depuis pour les démarches, comme quoi on va partir jusqu'à aujourd'hui. Je suis content que les enfants puissent rentrer chez eux, mais aussi pour les correspondants et je crois également pour les familles qui sont à Marais. Je crois qu'ils sont rassurés de voir leurs enfants arriver. Donc c'est un grand soulagement et une grande joie pour tous, pour tout le monde, je crois. Sur Lifou aussi, une 60aine de personnes qui étaient encore bloquées à Nouméa ont pu rentrer ce matin par avion. Des opérations qui demandent une grande organisation. Il y a une volonté de coordonner avec toutes les autorités, les collectivités compétentes pour une bonne gestion de la crise sanitaire. Et surtout le respect dans le cadre des mesures liées contre la propagation du Covid, le respect des gestes sanitaires, le respect de toutes les mesures mises en place par les autorités compétentes, la Nouvelle-Calédonie, la province, les autorités coutumières également. Demain, à 7h30, c'est le Yénéitch qui embarquera les ressortissants d'Ouvéa, bloqués à Lifou depuis le début du confinement. À la demande de l'association de quartier Mieux Vivre dans les Tours, une opération de vaccination s'est déroulée au pied des tours de Magenta toute la journée. Ce Proxivax était co-organisé par la SIC et la DAS qui tentent de faciliter l'accès au vaccin pour les personnes ayant le plus de difficultés à se déplacer. En place de ce Proxivax, donc avec les services du gouvernement, mais aussi nos partenaires privés. Il y a des autres bailleurs sociaux aussi qui se sont associés avec nous, le FSH, la SEMAGLO, pour essayer d'offrir justement en tant que bailleur social une preuve de solidarité avec nos locataires. Aujourd'hui, on a essayé de faire une autre forme de campagne de vaccination. Je crois que le message passe mieux quand c'est son voisin ou sa famille qui appelle à la vaccination. Donc c'est tout le sens qu'on veut faire aujourd'hui, c'est d'essayer de vacciner le plus grand nombre pour qu'on soit tous en sécurité ici en Nouvelle-Calédonie. Au-delà d'une simple vaccination au pied des tours, une équipe médicale s'est déplacée jusque dans les appartements pour vacciner et, surtout, pour répondre aux questions que peuvent se poser les locataires. On m'a prévenu hier que je pouvais participer et je suis surtout venue aider l'équipe médicale et surtout aller vers les patients qui ne peuvent pas se déplacer. Donc nous faisons les tournées des appartements, bien sûr de gens qui se sont portés au début volontaires pour avoir des informations. Donc on apporte des informations médicales, on les laisse un tout petit peu réfléchir et s'ils sont d'accord, on procède à la première vaccination. À domicile, c'est des gens qui ne peuvent pas se déplacer et on a profité pour faire l'entourage, du coup pour protéger aussi la personne qui ne peut pas se déplacer, soit parce qu'elle est vieille, soit qu'elle a une pathologie particulière. Et du coup, on a fait l'information du côté un peu médical, bien sûr, sans faire du grand scientifique. C'est une première, du moins c'est une première pour moi, mais je pense que c'est important, c'est le bâton de pèlerin qu'on prend. Il faut aller vers la population, apporter des éléments
le plus simple possible, mais surtout être disponible pour répondre à leurs questions et ne pas les obliger à prendre une réponse tout de suite. On a eu une personne qui était vraiment pas du tout pour la vaccination. Je lui ai dit, vous me demandez les questions, je vous apporte des réponses, vous réfléchissez. Et au bout de 5-10 minutes, j'ai répondu à toutes ces questions. Je lui ai dit, réfléchissez, on revient. Et elle m'a dit, c'est bon, je me vaccine. Et du coup, hop, on a vacciné tout la partie. 30%, c'est le taux d'absentéisme ici sur le centre de la SLN de Kouawa. Aujourd'hui, l'équipe est plus que réduite. Au lieu de 20 personnes par quart, pas moins de 10 agents ont répondu présents ce matin. Habituellement, ces agents sont répartis sur plusieurs chantiers. Aujourd'hui, un seul chantier est en production. Par crainte de la Covid, la plupart des employés sont soit en congé sans solde, soit en congé pour ceux qui le peuvent. Et pourtant, la SLN a mis en place des procédures adaptées pour faire face à cette crise et maintenir l'activité. Nous, dès qu'on a une suspicion, on fait passer les agents en bas au dispensaire pour effectuer les tests. Le centre détient plus de 500 tests. Il travaille en partenariat avec le dispensaire de la commune car seuls des professionnels de santé peuvent effectuer les tests comme pour les vaccins. À la suite d'un sondage sur le vaccin, 57% des agents ont donné une réponse favorable. 14% sont déjà vaccinés et 32% ont accepté de se faire vacciner. La production, elle est au ralenti par rapport à ce fort taux d'absentéisme. Une prise de température est effectuée sur toutes les personnes qui entrent et sortent du site. En partenariat avec le dispensaire et la mairie, un vaccinodrome sera mis en place ce samedi de 8h à 18h au centre administratif de Kouawa.